Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Hier, au cœur de la plus haute nuit, je dormais profondément du sommeil du juste quand un rêve me visita. J'étais avec le président Bouteflika. Il me regardait d'un air indulgent, un tantinet narquois. Il avait bonne mine et ses moustaches frétillaient de nouveau, comme dans le bon vieux temps. Il me parla. « Pardonne-moi si je dérange ton sommeil, mon cher compatriote, mais il fallait que je te parle. Réveille-toi. Réveille-toi maintenant et va ouvrir ton ordi. Je t'ai envoyé une lettre sur ta boîte mail. » Puis il s'étira, se leva, sautilla comme un chevreau et enfourcha un vent qui passait pour s'éclipser comme une comète. Je me suis réveillé en sueur, des sueurs froides. Le rêve était d'un tel réalisme. Je me suis levé et j'ai allumé mon ordi. Mine de rien, comme si je montais à moi-même, Zama, j'ai fait semblant de naviguer un peu par-ci, un peu par-là. Puis je ne me suis plus retenu et je me suis précipité sur ma boîte mail. Et qu'est-ce que je trouve, à votre avis? Vous l'aurez deviné, bien sûr. Une lettre envoyée par F. F majuscule. F comme Fahamatuhu. Je me suis pincé 2 fois, mais la lettre était toujours là. Non pas officielle et estampillée du sceau de la République, mais une lettre à dimension humaine, rédigée à la main, d'une écriture élégante et appliquée, comme écrivaient les gens d'avant. Je vous la lis, cette lettre. Mon cher compatriote, d'abord, pour apporter de l'eau à ton moulin et te rendre justice, je te rassure tout de suite, c'est toi qui avais raison. Je n'ai jamais écrit aucune des lettres qu'on m'a attribuées, ni démis, ni nommé qui que ce soit, ni discuté avec les invités illustres qu'on vous montrait à la télévision. J'étais juste débranché de la réalité, enfermé dans une bulle d'acier. Je ne reconnaissais personne, mais alors personne, des gens innombrables qui m'entouraient. J'avais parfois le vague sentiment qu'on cherchait à me montrer à la télévision parce qu'on ramenait toujours la même équipe de l'ENTV, des caméramans et autres assistants. Une équipe qui est désormais sous les ordres directs de Petit Saïd. C'est lui qui vérifie chacune de leurs images. Petit Saïd, comme tu l'appelles si affectueusement. Et donc, cette équipe, composée de gens de confiance, sont très patients. Et ils ne réchignaient pas à la tâche, puisque chaque scène de moi qu'on vous montrait a dû être filmée pendant des heures, une infinité de fois, pour n'obtenir en fin de compte que quelques secondes de mauvaise comédie. Il faut voir les images qu'on ne vous montre pas. On m'installait souvent avec des gens dont le visage me disait vaguement quelque chose. Des personnes visiblement importantes et qui prenaient la pause avec moi. On me dictait des choses à l'oreillette qu'on me demandait de répéter. C'était très pénible. Et même douloureux. On me forçait à répéter les mêmes scènes plusieurs fois. Et on me séchait l'intérieur de la bouche avec des tampons hygiéniques. Pour les besoins de l'image, parce que je salivais abondamment. Le plus étonnant était que les invités se montraient très coopératifs. Ils répétaient eux aussi les scènes et faisaient semblant de me parler, d'échanger avec moi, de rire aussi, de temps en temps. Et ils hochaient la tête d'un air intelligent en me regardant, d'un air intéressé. Comme si réellement je leur parlais, alors que je ne faisais que répéter très difficilement des mots qu'on me disait à l'oreillette. Il y en a même un qui n'a pas échangé une seule parole avec moi. Une seule phrase, et qui a affirmé par la suite devant des journalistes que nous avions discuté pendant 2 heures de sujets très complexes que je maîtrisais parfaitement, qui n'avait jamais rencontré un chef d'État de ma perspicacité
et que j'étais d'une grande alacrité. La seule chose que je me rappelle de ce monsieur, dans la réalité, est ce regard apitoyé qu'il a jeté sur moi du haut de sa superbe. J'étais donc absent. Je ne savais même pas que j'avais rempilé pour un 4e mandat. Et comme tu le répètes souvent dans tes émissions, je ne savais même plus la table de multiplication de 2, ni d'ailleurs même celle de 1. Je n'étais plus qu'un otage entre les mains de gens qui régnaient à ma place et qui me faisaient dire ou faire ce qu'ils voulaient. Le plus incroyable est que toute la classe politique, ou presque, tous les journalistes, ou presque, et même tous nos partenaires étrangers, jouaient le jeu et faisaient croire, eux aussi, que c'était moi qui décidais, qui signais, qui nommais, qui dégommais, que j'avais toujours toute ma tête, et même que j'avais un programme. Jamais je n'aurais cru qu'une telle arnaque à un tel niveau pouvait marcher des années durant. Jamais je n'aurais pensé qu'un invalide intégral pouvait être installé à la tête d'un pays à son propre insu d'abord, sans même avoir été véritablement élu, et ainsi être accepté par tout un peuple sans que cela ne choque qui que ce soit. Nulle part dans l'histoire de l'humanité, un tel cas ne s'est produit. Aucun régime n'a réussi un tel prodige. Pourtant, malgré tous les efforts de ceux qui tentaient de maquiller la situation, mon état était tellement visible qu'il crevait tous les écrans. Lors de la dernière visite de M. Valls à Alger et de la diffusion des images en gros plan qui m'ont montré tel que j'étais réellement, mon entourage avait pensé que c'était la fin des haricots, que la prise d'otage était finie, qu'elle avait été éventée et qu'il fallait vite penser à un changement de stratégie. Mais tout est rentré dans l'ordre, comme si aucune image n'avait été diffusée. Les Algériens s'habituent décidément à tout. Pour ma part, je ne savais rien de ma propre situation, ou si peu, j'étais dans le cirage, absent, inconscient, insensible à tout, sauf à la douleur qu'on m'infligeait pendant de longues séances d'enregistrement. Le reste du temps, j'étais là, la bouche ouverte, à attendre je ne sais quoi, la délivrance peut-être. Et là, hier, miracle, on m'avait mis face à un téléviseur pour suivre les festivités du 5 juillet. Et je regardais sans voir, quand, soudainement, forçant mes fortifications, mettant bas mes murailles, un hymne à l'Algérie. Min ajlika ya watan est entré en mes tréfonds et m'a réveillé de mon coma. Je ne sais pas pourquoi, mais ce chant me déchira le cœur. Je retrouvai ma conscience. Toute mon âme s'ouvrit à ce qui m'entourait et mon pauvre esprit, si longtemps incarcéré, prit son envol et me fit tout découvrir de ce qu'on m'avait fait subir, de l'usage qu'on avait fait de moi. Je revis toutes ces années de séquestration comme un film en accéléré. Mais je vis surtout ce qu'on avait fait à mon peuple et ce qu'on avait fait de mon peuple. J'ai été submergé de douleur. Jamais je n'ai été aussi lucide. J'ai versé des larmes amères, mais cela m'a fait du bien. Pour la première fois de ma vie, j'étais un humain. Je ressentais de la honte et des regrets. Et j'ai pris conscience, moi, qui étais commandant de la ALN à 23 ans, ministre à 25, dans la nouvelle Algérie indépendante, puis président 18 ans durant que je me suis rendu compte que je me suis fourvoyé dans de vaines et stériles satisfactions. J'ai eu beau construire des mosquées les plus grandes du monde, dépenser des centaines de milliards, gaver les gens, corrompre des chefs d'État étrangers, corrompre notre armée en achetant presque tous ses généraux, presque tous ses officiers supérieurs,
devenir le maître tout-puissant du pays, avoir presque tous les opposants et même les anciens et authentiques révolutionnaires à mes pieds, je me rends compte aujourd'hui que j'ai raté ma vie. Parce que tout ce que j'aurais fait aura été de conduire ce malheureux pays à la ruine. D'avoir fait de ce peuple qui fut sobre et brave, empli de dignité, une foule versatile qui court après de piètres privilèges, une foule d'égoïstes qui se disputent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et j'en sais quelque chose, moi que cette foule a lynché quand on lui a demandé de me lyncher, et qui est venu me manger dans la main, qui est venu s'étaler à mes pieds quand le vent a tourné. Oui, j'ai raté ma vie et je m'en irai par les égouts de l'histoire, comme tous les membres de ce régime, parce que je suis de ceux qui ont ravagé ce peuple, qui en ont extirpé l'âme et les plus belles valeurs. Je suis de ceux qui ont détourné le fleuve de la Révolution, dans un pays où le pouvoir ne repose que sur la force brutale, la corruption et la subversion. Je suis de ceux qui ont dénaturé la Révolution, qui ont oblitéré la légitimité populaire, la justice, la dignité, le droit. Je suis de ceux qui ont fait de l'Algérie un pays dont presque toute la jeunesse ne rêve que de pouvoir la quitter. Je suis de ceux qui ont donné le jour au Harraga, au Haggara, aux gens qui font leur pèlerinage du Hajj avec l'argent de la corruption. Je suis de ceux qui ont provoqué le phénomène du MAC. Je suis de ceux qui ont semé la haine dans le cœur des Algériens. Et dire qu'avant mon AVC, je me voyais parmi les grands de ce monde. Je me voyais Napoléon, je me voyais Charles de Gaulle. Je me voyais aussi grand que les Algériens me semblaient méprisables, indignes de ma majesté. Avant de te quitter, j'aimerais que tu lises cette lettre à nos compatriotes. Que tu leur dises combien je regrette et combien j'aimerais qu'ils redressent la tête, qu'ils recouvrent leur dignité, qu'ils redeviennent ces Algériens dignes et fiers qu'ont été leurs pères. J'aimerais aussi qu'ils se réveillent à la réalité des choses et qu'ils sachent que l'Algérie peut mourir de ce qu'elle est en train de subir, qu'elle ne pourra vivre et continuer d'exister que si eux tous se portent à son secours et qu'ils la sauvent des griffes de ses prédateurs. Une dernière chose, qui peut sembler insignifiante, mais qui est tellement significative pourtant. Ce n'est pas pour rien que toutes les fêtes nationales ne sont pas fêtées par les Algériens, mais par le régime seulement. À chaque commémoration, nous tous, les barons du régime, nous nous rendons dans les cimetières pour faire semblant de pleurer la mémoire des chouhadas que nous avons trahis. Nous sommes les seuls entourés de nos clients et de nos baltagias à aller jouer la comédie, à pavoiser les rues et à faire des discours creux. Les Algériens, eux, ne sont pas concernés et ne commémorent jamais ces fêtes nationales ou dites nationales parce qu'ils savent qu'il n'y a rien là de sincère. Je ne sais pas si je vais m'en tirer et pouvoir me racheter ou replonger dans l'inconscience et continuer à servir d'otage. Tout ce que je te demande est de dire à nos compatriotes que je regrette, que j'éprouve du repentir, que je voudrais me racheter et que je leur souhaite d'être à la hauteur de leur destin. Voilà, c'est fini. C'est la lettre de Fahama Touhou. Je m'excuse pour la longueur. Tout à l'heure, je vais aller vérifier si je n'ai pas rêvé. J'irai voir si elle est toujours là, cette lettre sur ma boîte mail, ou si elle n'existe que dans mon imagination tourmentée. En tous les cas, qu'on ne s'avise surtout pas de m'accuser d'avoir inventé cette lettre. S'il y a quelqu'un qu'il faut montrer du doigt pour attribuer des lettres au président, qui n'a jamais rédigé, ce n'est certainement pas moi. Aujourd'hui,